Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Gardons bonheur. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui couvre toute une géographie de sujets et de thématiques. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous à cette émission comment vous pouvez créer votre propre entreprise en Haïti. Je reçois un invité qui vient d'ici et qui vient en même temps de loin. Il a une bonne formation en finance d'entreprise et qu'est-ce que ça va parler affaires sur le plateau aujourd'hui. Mais restons dans le squelette de l'émission. Voici la rubrique Temps Poème. Federico Garcia Lorca est à la rubrique Temps Poème de l'émission Délivrez-vous. Lui aussi, comme mon invité, il vient de loin. C'est l'un des meilleurs poètes espagnols ayant jamais vécu. Il mourut à l'aube. Nuit de 4 lunes et un seul arbre avec une seule ombre et un seul oiseau. Je cherche dans ma chair les traces de tes lèvres. La source embrasse le vent sans le toucher. Je porte le nom que tu m'as dit dans la paume de la main comme un citron de cire presque blanc. Nuit de 4 lunes et un seul arbre. Sur la pointe d'une aiguille est mon amour qui change. Federico Garcia Lorca, la désillusion du monde, mesdames et messieurs, l'un des meilleurs poètes espagnols que je vous invite à découvrir. Place maintenant à mon invité. Mon invité qui, comme je vous l'avais dit pour annoncer l'émission, vient d'Haïti. Principalement, il est profondément haïtien. Mais il a fait ses études dans un pays qui est très proche d'Haïti culturellement. Il s'agit du Bénin. Il a aussi, si on veut transposer sa bourse à droite et à gauche, il est maintenant de retour en Haïti et il nous propose comment créer son entreprise en Haïti. Voici de quoi tout Haïtien a besoin en ce moment. Quels sont les savoirs qu'il faut maîtriser? Quel est le savoir-être qu'il faut faire sien en vue de pouvoir créer du business en Haïti? Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Johnny Aristène. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Suite au tremblement de terre de 2010, on se rappelle qu'il y a eu un projet de coopération entre la République d'Haïti et le Bénin. Une vague de jeunes Haïtiens sont partis au Bénin. Le Bénin qui demeure un territoire très hospitalier pour les Haïtiens. Je rappelle aux jeunes qui nous regardent là maintenant, le Bénin est peut-être l'un des rares pays, l'un des seuls pays au monde à autoriser tout ressortissant haïtien à accéder à son territoire sans visa. Pour y avoir été moi-même, j'ai fait l'expérience en 2019 et mon invité, il est resté 4 ans au Bénin pour faire des études en finance, en économie et il nous est revenu créateur d'entreprise, il nous est revenu écrivain. Créer son entreprise en Haïti, de l'idée
à la gestion financière. Nous avons une table des matières bien chargée qui sera très utile pour tous les téléspectateurs. Nous portons de la définition de l'entreprise, les finalités de l'entreprise, la classification des entreprises, le marché, l'étude de marché. Écoutez, il y en aura pour tout le monde à cette émission. Johnny, bienvenue à Délivrez-vous. Merci D'Angelo et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Et merci pour l'invitation. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Écoute, je l'espère vivement aussi. Il y a Guito, l'un des caméramans les plus chevronnés de l'émission, qui m'a fait une remarque sur ton costume, me disant « Ah, invité à éclairer ». Je voudrais te dire, est-ce qu'une entreprise, c'est aussi cela? C'est aussi comment l'entrepreneur soigne son apparence, son être au monde? Bon, il y a aussi ça, mais je ne pense pas que c'est vrai seulement pour l'histoire d'entreprise. Je pense que l'image qu'on envoie envers l'autre, l'énergie qu'on partage, l'énergie qu'on envoie, ça attire également de l'énergie envers soi. Dépendamment de quelle image que vous envoyez chez l'autre, je pense que l'autre va aussi envoyer une telle image chez toi. Donc, et ainsi, la mayonnaise en sera prise, quoi. Absolument. Nous allons parler d'entreprise, Johnny. Et tu as bien fait de démarrer ton ouvrage en posant la question de la définition d'une entreprise, en encadrant son environnement. Et dans la préface là, qui a été élaborée par ton ancien professeur Jaurès, écoutez bien, Agbovoedo, qui est un jeune doctorant dans le domaine des finances, tu poses la question de l'entreprise. Mais avant d'entrer dans cette porte, je voudrais te dire, en parlant de toi, tu as fait des études en finance. Qu'est-ce que ça veut dire des études en finance? On va commencer par ça. Pour les jeunes qui nous regardent, qui sont en réto, qui sont en philo, c'est quoi étudier les finances, l'économie? Qu'est-ce que ça implique? Au fait, étudier la finance, ça implique quoi? C'est en fait essayer de voir quelles sont les théories qui s'appliquent à la gestion financière d'une entreprise. Parce que normalement, une entreprise, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs compartiments. Il y a l'aspect, je peux dire, ressources humaines, il y a l'aspect marketing, il y a l'aspect, les ressources financières en fait. Parce que parlant d'entreprise, on est en train de parler d'une combinaison d'un ensemble de facteurs de production en vue de la production d'un bien ou d'un service qui sera vendu sur un marché. Maintenant, ce processus implique la consommation, l'utilisation des ressources matérielles, ressources humaines, mais aussi et surtout ressources financières. Maintenant, quelqu'un qui a fait des études en finance, c'est quelqu'un qui a appris comment vraiment gérer, comment charpenter, comment allouer, comment optimiser les ressources financières en vue de quoi? En vue d'une, comment je peux dire ça, en vue d'une optimisation de l'entreprise, en vue d'une bonne gestion dans un premier temps à l'interne de l'entreprise, mais aussi en vue de faciliter l'atteinte des objectifs de cette entreprise. Parce que, écoutez, pour proposer quelque chose, on a quand même, il a été question de consommer, il a été question de s'organiser en amont. Ce qu'on voit comme produit fini en aval, ça a fait l'objet de tout un ensemble d'organisations. Maintenant, c'est cette organisation-là qui a un impact financier. Et c'est cet impact-là que l'on se donne pour mission d'analyser, de gérer, d'optimiser. Alors, on ne peut pas avoir d'entreprise, Johnny, sans un marché. Il faut bien qu'il y ait des consommateurs, on va dire. Nécessairement. Dans un pays, on va dire pauvre, avec un marché et objectivement qui paraîtrait restreint. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est même envisageable de parler de création d'entreprise dans un État où c'est la pauvreté qui perdure, où on se dit, est-ce qu'il y aurait marché? En d'autres termes, ma question pour être claire, c'est est-ce que certaines fois, dans certains pays, il n'y a pas de marché, tellement le pays est pauvre? Très bonne question. Maintenant, le pays est tellement pauvre que on serait à même de dire qu'il n'y a pas marché, mais au fait, le pays est pauvre. Mais est-ce que les gens ne consomment pas? Les gens, ils ne mangent pas, ils ne s'habillent pas, ils ne sortent pas. Ces gens-là, n'ont-ils pas des besoins? Mais c'est la pauvreté même de l'espace
qui donne l'existence même de marché. Parce que, au fait, c'est quoi quand on parle de marché? Avant tout, avant qu'il n'y ait de marché, il faut nécessairement qu'il y ait eu de besoins. Maintenant, dès lors qu'il y a de besoins à satisfaire, nous parlons déjà de marché. Parce que l'entrepreneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de cibler, il essaye dans un premier temps de comprendre le fonctionnement de la société. Essaye de voir, de comprendre l'habitude, la consommation même de la société, l'habitude de consommation de la société. Essaye de comprendre quels sont les manques de la société. Des gens, quand je parle de la société, je parle des gens, les habitants de l'espace. Maintenant, on essaie de comprendre quels sont ces besoins-là. Maintenant, ce sont ces besoins-là qu'on essaye de résoudre. On essaie de proposer des solutions à ces genres de besoins. Maintenant, ce sont ces solutions-là qui sont des idées d'entreprise. Il y en a parmi ces idées qui sont des idées novatrices, par exemple. Maintenant, ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays pauvre que l'on ne va pas parler de marché. Donc, il y a mais pas de bien cas. au contraire, Ouais. bien au contraire. Au contraire, là où il y a des problèmes, maintenant, on va dire qu'il y a des opportunités. absolument. Et s'il y a des opportunités, il y a forcément des marchés, il y a forcément des produits, des services qu'on peut vendre et on peut s'enrichir de là étant. Donc ça, c'est un premier point important là qu'on a précisé, Johnny. Donc Haïti, étant malheureusement un pays n'ayant pas de grands moyens économiques, les gens n'étant pas très riches, il n'en demeure pas moins que cette situation de fait est une possibilité d'affaires. Donc les jeunes qui regardent cette émission ont beaucoup de possibilités d'entreprendre en Haïti. Justement. Parce qu'il y a beaucoup de services qui n'existent pas sur place. Justement. Maintenant, Johnny, quel est, à ton avis, le meilleur profil d'entrepreneur? Celui qui va créer des besoins superficiels chez les gens. On va prendre le cas de iPhone. À la base, iPhone n'est pas un produit nécessaire à la vie des gens. Non. On va prendre le cas de la télévision. La télévision, à la base, n'est pas forcément nécessaire. C'est un besoin artificiel créé par un entrepreneur. Il y a aussi d'autres entrepreneurs qui exploitent les besoins immédiats. Le riz, on en a besoin tout de suite, le maïs tout de suite. Donc, à ton avis, quel est le meilleur profil d'entrepreneur? Celui qui va créer les besoins artificiels ou celui qui exploite intensément les besoins qui existent déjà? À mon sens, je ne pense pas qu'il serait judicieux de dresser un profil idéal d'entrepreneur parce que tout dépend de comment on vit la vie. Tout dépend de, en général, quelle a été notre éducation, quelle est notre philosophie de vie et quels sont les domaines qui nous intéressent le plus, qui nous intéressent le mieux. Au fait, il y a des entrepreneurs qui vont créer des besoins artificiels. Mais écoutez, créer un besoin artificiel, c'est l'affaire des génies. Hein. On ne va pas stopper quelqu'un qui vraiment se lance dans ce challenge-là. Maintenant, moi, je ne pense pas que je vais dire, voilà, tel ou tel profil d'entrepreneur. Cependant, je pense que l'entrepreneur, lui, il est un développeur. Que ce soit celui-là qui crée des besoins artificiels ou celui-là qui s'attaque vraiment aux problèmes réels, je pense que les deux ont leur place dans la société. Maintenant, créer un besoin artificiel, ce n'est pas comme si les gens sont des trucs qu'on peut télécommander facilement. Maintenant, si on arrive quand même à booster ce besoin chez eux, c'est que quelque part, ça a son côté positif quand même. Donc, même pour l'iPhone, à la base, surtout les derniers iPhones, on n'en a pas nécessairement besoin. Mais tout de suite, on se rend compte on ne peut pas s'en détacher. Donc, maintenant, là, il y a un aspect philosophique. Qu'est-ce qu'un besoin? Maintenant, qu'est-ce qu'un besoin superficiel? Quand est-ce que le besoin est superficiel? Maintenant, ça peut être superficiel pour toi, alors que pour moi, pour ça l'autre, ne c'est l'est pas. vital. Par exemple, moi, avec mon iPhone, je l'utilise, surtout les nouveaux iPhones, je les utilise pour non seulement utiliser des réseaux sociaux et consorts, mais aussi je les utilise comme un matériel de travail, par exemple. Je tourne mes vidéos dessus, je fais des montages dessus, je fais plein de trucs dessus, je prends des captures professionnelles dessus. Donc, du coup, ça devient pour moi un besoin. Donc, la qualité du besoin dépend de la psychologie du consommateur. Du consommateur, finalement. Donc, absolument. Et tu nous dis que il n'y a pas une définition coulée dans le marbre pour ce qu'est une entreprise. Mais j'aimerais te demander, est-ce que toute activité génératrice de revenus est une entreprise? Définitivement, oui.
parce que en Peu importe la Haïti, marge de profit. peu importe la marge de Donc, profit. une banquette de surette, c'est une entreprise. C'est une entreprise, une micro, on va appeler ça très petite entreprise. Il y a des petites entreprises, des moyennes entreprises. Donc, ce n'est pas la légalité de l'activité qui fait de cette activité une entreprise. C'est cette différenciation qu'on n'arrive pas généralement à faire en Haïti. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été voir la DGI, on n'a pas été enregistré l'entreprise que ce que l'on fait n'est pas nécessairement une activité commerciale, n'est pas nécessairement une entreprise. Au fait, on est un auto-entrepreneur, on a un seul employé qui est nous-mêmes, mais c'est quand même une entreprise. Laquelle entreprise qu'on doit travailler à vraiment grandir, à développer. Donc, c'est définitivement une entreprise, peu importe Donc, ce n'est pas la le taille. statut Ce légal. n'est pas le statut légal, Et ce n'est c'est- pas la taille, ce n'est pas la quantité Ouais. de revenus, ce n'est pas, mais c'est au fait le caractère intrinsèque de l'activité. Maintenant, on va prendre le cas d'un employé, Johnny. Quelqu'un qui va travailler pour une entreprise et qui reçoit un salaire. Pourquoi on ne peut pas considérer cet employé comme étant un entrepreneur, dans le sens où il entreprend un travail dans une institution et il perçoit un salaire? Pourquoi on ne peut pas le considérer comme un entrepreneur lui aussi? C'est finalement intéressant parce que si on prend l'entrepreneur comme étant quelqu'un qui entreprend quelque chose Pour avoir de l'argent. pour avoir de... D'abord, l'entrepreneur n'entreprend rien pour avoir de l'argent. Ouais, c'est vrai, tu nous dis là, il y a des C'est charges pas- sociales justement, et c'est pas fiscales, voilà. il y a les facteurs Donc, de production. Donc, dans la tête de l'entrepreneur, il essaye de contribuer au développement de l'espace où il est. Maintenant, bien entendu, on doit pouvoir vivre de ce que l'on fait. OK? Maintenant, nécessairement, il va y avoir des études de marché pour voir est-ce que vraiment ça vaut la peine, est-ce qu'il y aura des pertes et des bénéfices. Si toutefois on voit qu'il y a des bénéfices, ben on fonce. Si on voit qu'il n'y a que des pertes, ben, on essaie de faire un peu mollo. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer un employé comme entrepreneur? Je pense que du point de vue philosophique, c'est un bon questionnement, mais seulement on essaye de nos jours de faire le distinguo entre entrepreneur et employé dans la mesure où l'entrepreneur, c'est celui qui, c'est le porteur d'idées. C'est le porteur d'idées alors que dès qu'on a un salaire fixe, maintenant on est dans le lot de salariat. On ne vous appelle pas entrepreneur, c'est plutôt on est dans le lot de salarié. Oui, ouais. On ne vous appelle pas entrepreneur, c'est plutôt un salarié parce que tu as une tâche bien précise, tu as un salaire bien défini, alors que lui, l'entrepreneur, il n'a pas un salaire réellement. Il n'a pas une tâche précise. L'entrepreneur, c'est une vie en fait. Le simple fait que tu sois employé quelque part, tu viens, tu fais ci, tu fais ça, tu retournes, ça, c'est pas suffisant pour qu'on t'appelle entrepreneur parce que quand tu es chez toi, ben, c'est sûr que tu penses à ta famille, tu penses à autre chose. Tu ne penses presque plus à l'entreprise, là où tu travailles. Alors que l'entrepreneur, lui, il travaille 24 sur 24. Il travaille 7 jours sur 7. Donc, c'est toute une vie. Très cher Johnny, je voudrais maintenant voir un cas très particulier et assez loufoque avec toi. Prenons le cas d'un employé qui se lève tous les matins, 8h, 4h, il va travailler pour une entreprise. Il arrive à engranger un salaire qui est plus intéressant, qui est plus important que son voisin immédiat qui, lui, possède sa propre entreprise. Comment tu considères cette situation? Oui, justement, dans la vie réelle, ça c'est un cas qu'on rencontre chaque jour. Et c'est ce côté, c'est ce côté-là qui est, comment je peux dire, qui attire plus l'entrepreneur, l'incertain. L'incertain, l'idéalisme, c'est ça. Au fait, quelqu'un qui travaille, qui a un salaire fixe, ça peut aller au-delà de 10 000 $ US. Par contre, toi, tu as ta propre entreprise, tu perçois peut-être 10 à 15 000 gouttes par mois. Maintenant, écoute, qu'est-ce qui arrive? Celui qui a un salaire de 10 000 $, lui, il a premièrement ce qu'on appelle la sécurité financière. Maintenant, il peut se projeter dans l'avenir, dans 5 ans, j'aurai tant, dans 10 ans, j'aurai tant. Alors que celui qui a 10-15 000 gouttes de salaire, alors qu'il a sa propre entreprise, lui, il est dans une situation d'incertitude. Et il est dans une situation de challenge. Et c'est ça, c'est le côté challenge qui l'intéresse. Maintenant, OK, imagine que
ce même entrepreneur, il arrive à réellement percer le mystère du marché. Supposons que celui-là, il arrive à non seulement s'imposer sur son marché, parce que, écoutez, au début, l'entrepreneuriat, c'est toujours difficile. C'est pourquoi moi, je n'encourage personne à vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, j'essaye de t'aider à voir est-ce qu'il y a ce côté chez toi. Parce que demande à quelqu'un d'aller se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que la personne a le mental nécessaire pour être entrepreneur? Tu penses qu'on n'a pas tous une âme d'entrepreneur? Non, on n'a pas tous le profil d'un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui est calme, c'est celui qui est patient. Maintenant, quelqu'un qui veut avoir 10 000 dollars au début, à tout prix, maintenant, celui-là n'est pas fait pour l'entrepreneur parce que c'est difficile d'avoir 10 000 dollars américains par mois quand on vient de se lancer. Maintenant, prenons l'exemple de celui-là qui a sa propre entreprise, le cas qu'on est en train de traiter, et que lui, il perçoit 15 à 20 000 gouttes le mois, alors que celui qui travaille perçoit au-delà de 10 000 dollars américains. Maintenant, supposons que, par exemple, moi qui a ma propre marque qui s'appelle Jaris, qui est une marque de cheveux, supposons c'est pour que, les filles? Pour les filles, justement. Maintenant, il y a également Jaris Création, nous avons des trucs pour garçons également, des sacs à main pour filles, etc. Maintenant, imagine que on arrive dans un premier temps à s'imposer sur le marché local dans un premier temps. On arrive après à s'imposer sur le marché caribéen dans un second temps. Maintenant, par exemple, nous, on est dans l'exportation déjà. On exporte vers l'Europe, en France en particulier. On exporte également pour Jaris Création, je parle, sur le marché américain. Imagine maintenant que le marché européen apprécie et recommande notre produit. Le marché américain recommande notre produit. Est-ce que tu t'imagines ce que ça fait comme chiffre d'affaires sur 2 ans, sur 3 ans? En fait, l'entrepreneur, il est dans le temps long. Il est dans le temps long. Et le salarié, il est un rapide. Il est un rapide, il est un rationnel, rationnel né. Il est un rapide, il est dans ce qu'on appelle la sécurité. Alors que lui, l'entrepreneur, ce qui entoure sa vie, c'est l'incertitude, c'est le challenge, c'est des défis en fait. Est-ce qu'un entrepreneur ne doit pas tout le temps faire des choix difficiles? J'entends par là, est-ce qu'il peut s'autoriser d'avoir 3-4 enfants, d'avoir 5-6 femmes? Est-ce qu'un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui n'a pas beaucoup de liberté? Dans le sens où il doit tellement bien gérer son argent pour l'investir, il ne peut pas le jeter par les fenêtres. Justement, c'est de ça on parle. L'entrepreneuriat, c'est l'histoire de toute une vie. On ne s'improvise pas entrepreneur du jour au lendemain. On l'est ou on peut le devenir. Mais on ne s'improvise pas entrepreneur, comme je vois pas mal de gens le font sur leur profil des réseaux sociaux, entrepreneur. Mais c'est une façon de vie. C'est un feeling. Non, tu as aussi un hashtag très à la mode, Boss Lady. Boss Lady, justement, Boss Lady. Des gens qui s'improvisent entrepreneurs. Mais l'entrepreneuriat, c'est une façon de vie, c'est une manière de vie, c'est une philosophie de vie. Et ça demande aussi un sens de l'innovation, Johnny. Mais profondément, c'est ça. Si tout le monde maintenant veut vendre la même chose. Toutes les jeunes filles maintenant veulent vendre des vêtements. Voilà. Il faut bien qu'il y en ait une qui a une autre idée, plus originale. Ouais. Maintenant ça, il faut nécessairement avoir fait une étude de marché. Il faut également avoir compris le mode de consommation et les besoins réels de la société. Maintenant, si on ne comprend pas le besoin réel de la société, on ne va pas pouvoir vraiment proposer la solution adéquate, la solution qui convient. Maintenant, ce que j'allais dire tout à l'heure, si on prend le cas d'Amazon, de Jeff Bezos, avant, lui, il avait eu un très bon salaire à Wall Street. Il percevait un salaire vraiment mirobolant. Mais écoutez, il a tout laissé pour finalement lancer sa propre entreprise. Je me rappelle, la petite histoire raconte qu'il y a eu un ami qui lui disait « Mais écoutez, Jeff, mais tu as un salaire, tu es stable, mais pourquoi tu laisses tout pour aller réellement te lancer dans quelque chose d'incertain ?» Lui, il a dit « Mais écoutez, c'est ça mon idée me demande, c'est ça ma vie me demande, laisse-moi. » Maintenant, aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Maintenant, c'est ça. Imaginez, hein, il a laissé un salaire, vraiment, il y avait tout et qu'on sort. Maintenant, lorsqu'il s'est lancé, je crois que près de 5 ans successivement, Amazon cumulait des pertes.
Mais des décennies après, ça devient l'une des meilleures entreprises, Absolument, les mieux la cotées mieux dans le cotée monde, justement dans les marchés boursiers. Ouais. Donc c'est pour dire que vraiment l'entrepreneur, lui, il ne se soucie pas de ce que gagne l'autre. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le défi qu'il veut relever. Il est C'est un ça. visionnaire. Un visionnaire. Et c'est ça, la question est tellement intéressante que ça me permet également de dire, certes, quand on entreprend, on devient riche, mais l'entrepreneur n'entreprend pas pour devenir riche forcément. Il entreprend pour relever un défi. C'est ce défi-là, après avoir relevé ce défi, nécessairement, on vit de ce que l'on fait. Maintenant, justement, les bénéfices, il est soit le seul ou l'un des bénéficiaires. Ça va de soi. Cependant, lui, ce n'est pas le côté argent qui l'intéresse. Si bien que certains entrepreneurs laissent tout pour se lancer dans un marché, dans un avenir, dans une vie incertaine. Voilà, c'est intéressant les points que nous avions mentionnés là, et Johnny, et ça nous permet de cadrer ces conseils pour les jeunes qui nous regardent là maintenant et qui ont des velléités d'entrepreneurs. Hein. Ne faites pas, n'investissez pas dans ce que tout le monde investit. On ne peut pas être tous à vendre des vêtements. Nous toutes pas qu'à vendre culottes. Nous toutes pas qu'à vendre petits jupes, etc. Donc il faut se dire, il faut connaître les besoins des gens, une étude de marché pour créer des entreprises qui correspondent aux besoins des gens. Moi, je suis sûr que les jeunes filles n'ont pas seulement besoin de vêtements. Il y a l'autre bagage au besoin. Et ça m'a dit un petit temps d'études pour observer besoin, Mounio. Justement, l'observation. Au fait, l'entrepreneur également, c'est quelqu'un qui aime le livre. Oui, ça c'est intéressant. Écoutez, Hein? c'est ça. Un entrepreneur, un homme d'affaires, il aime les livres. Son monde cultivé, il regarde Bill Gates, Jeff Bezos. On doit être cultivé pour comprendre l'habitude de consommation de quelqu'un. Tout à l'heure, on vient de parler des entrepreneurs qui créent des besoins. Maintenant, pour arriver à créer un besoin superficiel chez quelqu'un, ça demande une manipulation quand même, une manipulation psychologique. Il y a pas mal de domaines qui rentrent dedans pour arriver vraiment à convaincre quelqu'un. Voilà ce que tu as, voilà de quoi tu as besoin, alors qu'au fond, la personne n'a pas réellement besoin de ça. Maintenant, l'entrepreneuriat, ça demande de l'observation et de l'apprentissage. Et ce apprentissage continue. Et ça demande aussi, à la limite, une grandeur d'âme. Au lieu que nous soyons 50 à vendre une bière qui existe déjà sur le marché, mettons nos revenus ensemble et créons une nouvelle bière. Une nouvelle bière, pourquoi pas? Mais bien sûr, c'est des conseils gratuits qu'on est en train de donner, justement. Maintenant, ça demande aussi un esprit collectif, ça demande de la confiance. Et ça, Johnny, merci. Et ça manque beaucoup aux entrepreneurs haïtiens. Chacun veut faire sa petite boutique. Et au final, nous sommes 20 à avoir 20 petites boutiques qui ne rapportent rien financièrement. Justement. Il faut apprendre à mutualiser les moyens, à fédérer les ressources et à créer une entreprise, une société anonyme où les revenus sont importants. Mais aussi, le bon côté qu'il y a dans ce que nous sommes en train de parler, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'accès au financement en Haïti. Des jeunes surtout se plaignent de ce qu'il n'y a pas assez de crédit, tout ça. Mais écoutez, si l'on est 30, 40, 50 à se mettre ensemble et que chaque personne contribue à hauteur de 20 000 gouttes, est-ce qu'on imagine ce que ça fait comme capital de départ? Donc, ça fait un bon capital de départ. Un très bon capital de départ. On se fait encadrer par un avocat pour éviter les litiges, les conflits. Et tout, et que on se lance. Voilà, on a un comptable, un contrôleur financier, l'argent est bien géré. Voilà. Les 20 personnes ne sont pas censées être dans la gestion de l'entreprise, mais au moins, on est quand même copropriétaire. Ils peuvent choisir un PDG. Qui dirige l'entreprise, voilà. Justement, et ce côté, ce n'est pas seulement dans le monde de l'entrepreneuriat que ça manque en Haïti. Je pense que nous sommes à l'image du pays. Ça veut dire, à chaque niveau, on est l'échantillon de ce qu'est l'Haïti, la vraie Haïti en fait. Même du point de vue politique, c'est difficile de se retrouver sur la même table. Même à l'église, c'est difficile de s'asseoir à côté de l'autre parce que celui-là, il est là. Ben, moi, je vais là-bas, tout ça. On veut faire un petit hangout, il sera là. S'il est là, moi, je suis. Donc, je ne suis pas là, tout ça. Donc, il y a ça. Donc, nous, c'est pourquoi moi, je dis souvent, il nous manque de ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, au fait, on ne voit pas l'opportunité qu'il y a derrière le sacrifice qui nous est demandé, mais on voit que le sacrifice. Le sacrifice est généralement trop grand pour l'Haïtien.
Alors que derrière ce sacrifice, il y a généralement toute une série d'opportunités dedans. Attends, et quand je regarde Johnny, les marchands de barbecue qui sont au Champ de Mars, il y a peut-être quoi, une vingtaine, une trentaine de jeunes femmes qui gèrent ce commerce-là. Je me dis tout le temps, si tu as 30 marchands de barbecue qui mettent leur capital ensemble, ça te donne en Haïti peut-être la plus grande chaîne de distribution de barbecue. Mais bien sûr. Moderne, stylée, avec, tu vois, des succursales à droite à gauche. Mais chacun fait sa petite banque de barbecue. Ça génère quoi, 1000, 5000, 10 000 gouttes de bénéfices par mois. Et on se la coule douce, la vie voilà, goes on. nous sommes toujours dans une économie de la Justement, misère. justement. Donc, voici le message que nous commençons à lancer, Johnny et moi. Oui, il faut créer son entreprise en Haïti, mais il faut voir grand et il faut se dire la nécessité de développer l'esprit du vivre ensemble pour créer des entreprises fortes comme Peugeot, comme Renault. Il faut arrêter avec cet appétit pour les petites boutiques. Allez, respirez. À tout de suite. On va créer des entreprises. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, écoutez, je ne me fâcherai pas. Je reçois sur ce plateau un jeune entrepreneur, Johnny Aristène, qui n'a pas souhaité garder son savoir-faire comme de l'argent qu'on dépose à la banque. Il a décidé de partager sa culture de l'entreprise avec tout le monde à travers ce livre, créer son entreprise de l'idée à la gestion financière. Johnny, on va maintenant rentrer dans des petits détails. Il y a, tu nous le dis dans ce livre, différents types d'entreprises. C'est là aussi des savoirs que les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, les boss ladies qui nous regardent doivent maîtriser ce paramètre. Tu nous dis, il y a des entreprises du secteur public, il y a des entreprises semi-publiques ou mixtes. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, rapidement, Johnny? Bon, au fait, les entreprises publiques, ce sont ces entreprises-là que l'État est le seul, comment je peux dire, apporteur de capitaux. Okay. Et l'État aussi gère ça. Okay. Par exemple, si on peut prendre une entreprise publique, quand les on prend par exemple. les DH, soit VCT, ce sont des entreprises publiques, purement publiques, des entreprises qui sont gérées uniquement par l'État et aussi seulement à travers des capitaux venant de l'État. Toute institution publique n'est pas une entreprise publique. Mais non. La Bibliothèque nationale d'Haïti, non, c'est pas une entreprise publique. Il y a des organismes publics, il y a des entreprises publiques. Donc, nous parlons d'entreprise publique quand l'organisme arrive à générer du revenu, à apporter des profits à l'État. À apporter du profit à l'État, mais il y a un bémol, c'est qu'en temps normal, à la base, une entreprise se donne pour tâche de se faire du profit. Mais par contre, les entreprises publiques, elles veulent faire du profit, mais pas de manière exagérée. Parce que ça a un caractère social également. Donc, c'est une entreprise, au fait, qui est dans le service public. Justement, service public qui a une responsabilité sociale qui est très élevée. Nous parlons de l'État, en effet. De l'État, justement. Deuxième type d'entreprise, tu nous parles des entreprises semi-publiques ou mixtes. Oui, les entreprises semi-publiques ou mixtes, ce sont ces entreprises-là qui sont gérées et à la fois, en fait, ce sont ces entreprises dans lesquelles l'État apporte également des capitaux, mais il y a aussi le privé. Quand on prend la NATCOM, par exemple, c'est une entreprise semi-publique parce qu'il y a des capitaux d'État, il y a des capitaux de l'État et aussi du privé dedans. Quelle autre entreprise? Il y a NATCOM, par exemple. NATCOM, surtout NATCOM. Et il y a, bon. Donc, ce sont des entreprises qui sont co-gérées par l'État et par des particuliers. Il se peut que ce ne soit pas l'État qui gère,
mais l'État a aussi des capitaux dedans. OK. Et l'État a ses mots à dire. L'État n'est pas censé être le gestionnaire. Mais l'État a son mot à dire. Justement, a son mot à Bon, dire. on a le cas en France avec Air France. Air France, justement. Peugeot, où l'État a des parts. Justement, a des parts. Nous avons aussi des entreprises maintenant qui relèvent exclusivement du secteur privé. Tu nous parles de l'entreprise individuelle qui appartient là à une seule personne. Et tu nous parles de la société et de la coopérative. Quelle différence peut-on faire entre ces deux types d'entreprises, entre la société et la coopérative? Justement, il y a les entreprises sociétaires, ce sont des entreprises de personnes, mais qui sont gérées. Au fait, ce sont des entreprises où 2 ou plusieurs personnes se mettent ensemble et apportent des capitaux, ok, et en vue de se faire de l'argent. Alors que les coopératives, je pense que c'est un modèle qu'on doit vraiment développer en Haïti. Malheureusement, par rapport à ce qui s'était passé dans des années, je crois, 2001, 2002, on est sous Aristide. Voilà. Maintenant, les gens ont des réticences envers des coopératives. Mais les coopératives, c'est une forme d'entreprise où plusieurs personnes se mettent ensemble, mettent un peu de ce qu'ils ont ensemble en vue de faciliter la communauté des apporteurs. Au fait, ce n'est pas une entreprise qui est là pour vraiment se faire de l'argent, mais pour plutôt accompagner des apporteurs, accompagner est-ce qu'on les appelle sociétaires, pas sociétaires? Le mot, mais ça je va comprends me bien le venir. modèle. Si Mais on est justement, 50 dans une coopérative, chacun met 50 gourdes. Si un membre de la coopérative a besoin d'un peu d'argent pour investir dans une entreprise, on facilite justement cette personne à avoir de l'argent, mais à un taux vraiment très compréhensible. Pas comme pour les banques commerciales, vraiment, parce qu'au fait, les coopératives, ce n'est pas nécessairement des entreprises qui veulent vraiment s'enrichir, mais c'est des entreprises qui sont là et qui se donnent pour tâche d'aider les coopérants, justement, dans l'entraide sociale, justement. Maintenant, que l'entreprise soit publique ou privée, l'entreprise a ce qu'on appelle, voici le mot, un chiffre d'affaires. Bien sûr, nécessairement. Johnny, il y a beaucoup de jeunes qui regardent là maintenant, qui ont des entreprises ou qui comptent en faire, qui ne savent pas ce que ça veut dire le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est, Johnny? Ah, c'est une bonne question. Au fait, le chiffre d'affaires, à la base, c'est la quantité vendue multipliée par le prix. C'est la quantité vendue multipliée par, je veux dire, c'est l'unité vendue par le prix multiplié par la quantité vendue finalement. Ça veut dire quoi? Le truc, c'est 20 $ l'unité, ben, ok, on en vend 500, on multiplie 500 par 20. Mais il y a un petit bémol, un petit problème avec cette histoire de chiffre d'affaires. Pour les jeunes entrepreneurs, des gens qui ne comprennent pas le fond de la chose, ils pensent que le chiffre d'affaires, ça leur revient de droit automatiquement. Non. Le chiffre d'affaires que tu es en train de regarder, ça ne te revient pas de droit directement, automatiquement, parce que de ce chiffre d'affaires, il y a un ensemble de trucs qu'on doit soustraire pour finalement arriver à ce qu'on appelle le résultat net. Parce que quand tu as le chiffre d'affaires, tu as eu certainement des collaborateurs qui ont participé à l'obtention de ce chiffre d'affaires. Mais il faut nécessairement des salaires. Il y a l'État également. Il faut des taxes patronales, des taxes, impôts sur société, il y a tout. Donc, il y a de l'électricité, ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Donc, on doit calculer tout ça. Et c'est là la mission de celui-là qui a étudié la finance pour savoir comment gérer tout ça, comment décanter tout ça. Parce que si on ne sait pas comment gérer, on va vraiment prendre de ce chiffre d'affaires, on va sur la coulée douce, on va aller dans des boîtes de nuit, tout ça, on va consommer parce que, écoute, on pense que tout l'argent nous appartient. L'argent du chiffre d'affaires ne nous appartient pas, mais au contraire, ça appartient à tous ceux-là qui ont contribué à l'obtention du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires d'une entreprise n'est pas son capital de départ. Mais non, il n'y a aucun rapport entre le chiffre d'affaires et le capital de départ. Le capital de départ, c'est autre chose, le chiffre d'affaires, c'est autre chose. Mais surtout, le problème, c'est que certaines fois, quand tu vas... Bon, ça, ok, je vais prendre un exemple basique. La vendeuse de riz au bord de la rue, par exemple,
elle vend. Maintenant, à la fin de journée, ça, c'est son chiffre d'affaires journalier. Ok. Maintenant, dans ce chiffre d'affaires, il en prend pour donner à l'enfant, pour aller à l'école, et pour Il faut donner payer à la sa place au voisine, marché. sa place au marché. Elle fait tout dans ce chiffre d'affaires-là, alors que c'est une mauvaise attitude. Parce que le chiffre d'affaires que tu vois, si tu prends le plaisir à tout faire dedans, tu vas arriver à un niveau où tu seras à court d'argent. Tu vas déclarer faillite tout simplement. Et c'est pour parce ça que certaines fois, les jeunes entrepreneurs font faillite. Après, ils disent que c'est la voisine d'à côté Justement, qui leur a soustrait l'argent par je ne sais quel esprit. Voilà, maléfique. justement, alors que c'est un problème de gestion financière. On appelle ça, bon, on n'a pas le temps pour vraiment expliciter tout ça, mais on appelle ça, c'est le cycle de production de l'entreprise. Le cycle de production de l'entreprise, là, on doit comprendre le cycle de production de l'entreprise pour voir à quel niveau on doit affecter des ressources à chaque fois. Et ces ressources-là, on doit savoir comment garder ces ressources. Maintenant, le chiffre d'affaires, il y a une part du chiffre d'affaires qui doit rester dans l'entreprise pour continuer à faire travailler, à faire fructifier l'entreprise. Maintenant, si on fait tout à partir du chiffre d'affaires, on sera, même si c'est une entreprise informelle où l'État ne nous fait pas des exigences, tout ça, mais au moins on doit vraiment se fixer des règles du jeu. Donc pour il ne faut pas tout dépenser après la fin de la journée. Il faut garder ce qu'on va appeler une somme d'argent de sécurité pour l'entreprise. Oui, basiquement, mais nécessairement on doit se fixer un salaire. C'est mieux. On se fixe un salaire au-delà duquel on ne va pas. Ouais. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs haïtiens ne font pas ça. Ils ne se fixent pas de salaire. Non, et ils rentrent dans le chiffre d'affaires. Ils prennent, et justement, voilà. ils font tout. On doit se fixer un salaire journalier ou mensuel. On se dit, OK, moi, je dois avoir un niveau de vie de tel. Parce que quand on fait ça, on donne la possibilité à l'entreprise de grandir. Mais quand on ne se fixe pas de chiffre de salaire, à chaque fois, quand on fait une bonne vente, notre consommation augmente. Ouais. Et quand l'affaire ne marche pas, ça diminue. C'est vrai que Johnny, je connais des gens. On va ici, on va là, on est instable. C'est en cela qu'on a 20 ans, 30 ans à faire la même chose sans vraiment se développer. Je connais des gens, en effet, qui ont des entreprises depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui ne prospèrent pas. Prenons le cas de la radio Caraïbe. C'est une radio qui n'arrête pas de grandir. Voilà. Et je connais d'autres radios qui ont existé au même moment que la radio Caraïbe, mais peut-être que le problème est dans la gestion. Ce sont des radios qui ne grandissent pas. Elles font du sur place quand même. Voilà, donc conseil pour tout entrepreneur, fixez-vous un salaire au sein de votre entreprise. Nécessairement. Fixez-vous un salaire et ne dépassez pas ce salaire. Non, l'argent que vous voyez, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'entreprise. Et c'est cet argent-là qui doit rester comme réserve, qui va être investi pour agrandir votre local, par exemple. Le local, aménager, agrandir, s'acheter des voitures, etc. Voitures pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous et nous vous apprenons aujourd'hui comment créer votre entreprise en Haïti. Et là, nous sommes dans la gestion financière, ce qui est un paramètre très important pour tout jeune, pour toute personne intéressée à l'entrepreneuriat. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission Délivrez-vous et aujourd'hui nous sommes en train d'aborder avec vous tout le paramétrage qui puisse vous permettre de créer votre propre entreprise en Haïti.
on a abordé un certain nombre d'absolus, des absolus pour tout jeune intéressé à la création d'entreprise. La première chose à faire, mesdames et messieurs, c'est de tuer la théorie du maman à l'argent. Ça n'est les mamans comme là. L'on fait business, c'est pas où vendre 5 souliers, ou retirer comme 5 souliers, approcher 5 encore, reste comme là, on gaspille. Non. Il faut en finir avec cette façon d'envisager l'entreprise. Ou vendre 5 tennis là, ou vendre ni, ou bien être un salaire, ou dit d'être pas dépasser comme ça, tout comme qui engrange en plus comme bénéfice, ou mettez là pour l'entreprise là grandir. Pour qu'à la limite, fabriquer propre tennis pas ou, à la limite, font qu'un équipe gros pour mettre l'autre tennis, à la limite, acheter Fila, acheter Nike, acheter Adidas. Il faut faire grandir l'entreprise. Et ça fait un entrepreneur, son monde qui discipliné, Johnny. Discipliné. Et son monde qui gagne vision. Justement. Son monde qui pas petit bout là. Non. Et son monde qui pas satisfait rapidement. Tout entrepreneur. Non, l'entrepreneur ne satisfait jamais. Ouais. Comme s'il n'a pas fait une petite boutique là, 2 chambres. Il dit bon là. Oh, 2 chambres. Non. Parce qu'à chaque fois, on se fixe un défi et on essaie d'aller un peu plus haut. On essaie d'aller un peu plus haut jusqu'à ce que, bon, c'est jusqu'à la mort, quoi. Donc, Et l'entrepreneur, par contre, doit négocier avec quelque chose, Johnny, qui s'appelle l'environnement. Tu as parlé de ça. Tu as parlé du macro-environnement, du micro-environnement. Dis rapidement à nos téléspectateurs ce que tu entends par le macro-environnement de l'entreprise et son micro-environnement. Bon, au fait, l'environnement, c'est un truc vraiment important pour l'entrepreneur parce que, écoutez, tout à l'heure, on a eu à dire, l'entrepreneur, c'est celui-là qui comprend le besoin réel de sa communauté. Et comprendre le besoin, c'est une chose. Maintenant, se donne les moyens de satisfaire réellement le besoin en est toute une autre chose. Parce que, écoutez, on peut avoir compris le besoin et on n'a pas les moyens de satisfaire ce besoin-là. On peut ne pas comprendre comment satisfaire le besoin. Parce que, certes, il y a un besoin de l'eau, mais sous quelle forme la population a besoin de l'eau? Est-ce que c'est en forme bidon? Est-ce que c'est sachet? Est-ce que c'est, je ne sais pas, sous quelle forme? Et quel est le prix psychologique que la population est prête à payer pour ce bien-là? Ça, c'est intéressant. Je t'arrête pendant quelques secondes pour que les gens comprennent le principe du prix psychologique. Alors, le prix psychologique, tu l'as défini dans l'ouvrage, c'est un prix que tout consommateur estime être normal. Être normal. Ouais. Être normal. OK? Ouais. Maintenant, il faut comprendre tout ça. Maintenant, ça, la compréhension de tout ça, c'est une compréhension de l'environnement qui va nous donner la possibilité de comprendre tout ça. Maintenant, l'environnement, en fait, c'est tout facteur externe qui a un impact plus ou moins réel sur l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a le côté micro-environnement. C'est en fait un ensemble de facteurs, des acteurs, ok? Mais les actions de ces acteurs ont un impact plus ou moins direct sur l'entreprise. Et l'entreprise aussi influence plus ou moins directement le micro-environnement. Quels sont ces acteurs appartenant au micro-environnement? Quand on prend les clients, quand on prend les fournisseurs, quand on prend tout ça, mais ce sont des agents auxquels l'entreprise interagit chaque jour. Maintenant, l'action de l'entreprise a un impact plus ou moins direct sur le client ou le fournisseur, mais l'action du fournisseur a un impact plus ou moins réel ou direct sur l'entreprise, et vice-versa. Alors que le macro-environnement, ce sont des facteurs plus ou moins globaux, c'est plus ou moins général, plus ou moins global. Et le macro-environnement touche également à la question de la sécurité. La sécurité, la politique monétaire, l'État, le cadre juridique, tout ça. Au fait, ce sont des facteurs plus ou moins globaux, mais au fait, ces facteurs influencent l'entreprise, mais l'entreprise n'a aucune influence sur ces facteurs. Okay. Ça, c'est fondamental. L'entreprise peut avoir... Le mouvement est à double sens s'agissant du micro-environnement. De la même manière que le micro-environnement influence l'entreprise peut influencer le micro-environnement. C'est en cela, tu as dit tout à l'heure, il y a des entreprises qui créent de faux besoins. Ouais. Maintenant, c'est une action sur le micro-environnement. Alors que le macro-environnement, l'entreprise n'a pas
n'a généralement pas son mot à dire. Bon, il y a des cas spécifiques ou des lobbies, etc., font pression sur l'État, tout ça. Mais en général, du point de vue à la base, l'aspect macro-environnement, l'entreprise subit en général et l'entreprise s'adapte à tout de manière continue au macro-environnement. Par exemple, quand on prend le développement technologique, ça fait partie du macro-environnement. On ne peut pas avoir son entreprise et on va se dire on est réticent au développement technologique, tout ça. On n'a pas vraiment son mot à dire. S'il y a une nouvelle façon de produire et cette nouvelle façon optimise la production, on est censé en pointer le pas. On ne peut pas rester à la traîne et se dire non, on n'est pas dedans. Non, on doit avoir ce qu'on appelle la veille commerciale au niveau de l'entreprise et on observe le macro-environnement à chaque fois pour savoir, pour comprendre l'évolution, pour se projeter dans l'avenir, pour voir comment est-ce que l'on va s'adapter. Johnny, pour qu'un entrepreneur investisse dans un domaine, est-ce qu'il doit nécessairement connaître ce domaine dans ses chambres les plus intérieures? J'entends par là, si un jeune Haïtien qui nous regarde de là maintenant veut créer avec des amis, avec d'autres investisseurs, une chaîne de restauration, on va partir sur le poulet. Ils vont faire des chicken wings, par exemple. Est-ce qu'il doit lui-même savoir faire des chicken wings? À la base, non. C'est ça. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui se mettent à la place des investisseurs tout bonnement. Ouais. Maintenant, il y en a, s'ils ne maîtrisent pas le domaine, ils ne vont pas s'aventurer dedans. Maintenant, il y en a, ils n'ont pas nécessairement besoin de connaître le domaine. C'est pourquoi il est très important de toujours construire une équipe. Parce que gérer une entreprise, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pourquoi, tout à l'heure, on avait parlé, non seulement on avait dit qu'il y a le côté financier, mais il y a le côté ressources humaines. Ouais. Maintenant, quand on a une idée, et encore, on peut revenir là-dessus, on avait vraiment parlé de l'importance qu'il y a à se fédérer. On ne fédère pas que les ressources, mais on fédère également les savoir-faire, les potentiels. Parce que l'entreprise, c'est finalement un aspect de transversalité. Il y a tout un ensemble de trucs qui rentrent dedans. Maintenant, on peut ne pas connaître réellement le fond de ce que l'on veut faire, mais on a quelque chose à partager. Il y a, par exemple, on veut créer un restaurant, on veut lancer un restaurant. On n'est pas nécessairement un bon cuisinier, mais on peut être un bon organisateur. Mais un restaurant, ça demande de l'organisation quand même. Oui, beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Donc, on peut être un bon gestionnaire financier, on peut être un bon conseiller, un rassembleur, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne a quelque chose à partager. Maintenant, l'important, c'est d'identifier ce qu'on a à partager, son point fort. On identifie son point fort et on le met en avant. Et on cherche des gens qui ont plus ou moins des profils plus ou moins différents et appropriés au domaine que l'on veut justement. Pour développer l'entreprise. Justement, parce que vraiment, ça c'est important. Il y a des entrepreneurs qui pensent tout savoir. Maintenant, quand ils parlent, point barre. Mais il n'y a pas ça dans la gestion d'entreprise. Parce que quand on gère une entreprise, on gère d'abord des gens, des hommes et des femmes. Parce qu'à l'intérieur, on doit avoir une bonne gestion des ressources humaines pour que à l'extérieur, le produit final, le service, ça sorte comme on l'aurait souhaité et que la population s'en approprie. Maintenant, si on n'a pas une bonne gestion des ressources humaines dans un premier temps, parce que j'avais suivi une formation avec Google et il était dit, c'est une étude réalisée par Google également, plus de 65% des entreprises qui ont échoué n'ont pas eu de problème de produit ou de concept, mais plutôt de problème de gestion des ressources humaines. Les collaborateurs, il y a des études également qui ont prouvé que l'homme n'est pas forcément intéressé par le niveau du salaire, mais surtout l'ambiance. Ouais. L'ambiance, il a besoin de se sentir considéré, respecté, surtout valorisé. Maintenant, si on est à même de valoriser son collaborateur, mais il nous sera facile de trouver les bonnes personnes pour lancer vraiment
l'entreprise que l'on veut. On n'est pas censé être vraiment un connaisseur du domaine pour se lancer. Ouais, mais on peut avoir des compétences autour de soi. autour de justement. Donc. Mais il y a un point sur lequel tu as beaucoup insisté dans ton ouvrage, sur une compétence que tout entrepreneur doit avoir, c'est sa capacité à faire une étude de marché. Bien sûr. On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, comment faire une étude de marché? C'est-à-dire, comment voir comment son entreprise pourra se développer dans le milieu dans lequel on va l'intégrer. Justement, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais lors de l'étude de marché, il y a un ensemble de questions auxquelles on doit pouvoir répondre. Parce que si on veut vendre, c'est qu'il y a un besoin. Maintenant, s'il y a un besoin, on doit au moins pouvoir identifier des gens qui ont ce besoin-là. Quels sont ou quels seront nos clients? Ça, c'est nécessaire. Maintenant, il ne peut pas y avoir de produits à vendre sans qu'il y ait de clients. 1, identifier un besoin. Un besoin. 2, identifier les gens qui ont ce besoin. Mais après avoir identifié le besoin, on doit aussi chercher à comprendre comment satisfaire ce besoin. Et c'est le comment qui est la solution. Ce n'est pas le besoin qui est la solution. C'est comment le besoin, c'est le ce problème. besoin. Comment satisfaire ce besoin, c'est la solution. Maintenant, à travers cette solution, on veut chercher quels sont ceux qui s'intéressent ou qui s'intéresseront à la solution. Ce sont les clients ou les clients potentiels. Maintenant, après avoir cherché, après avoir connaître les clients potentiels, on essaie de cibler le client. Maintenant, on cherche à savoir maintenant quel est le niveau de vie de ce client. C'est-à-dire quelle est sa solvabilité. Sa solvabilité, sa capacité à consommer. Parce que, donc écoutez, à payer. À payer. Ouais. Parce que la solution que l'on veut vendre, ça a un prix dessus. Et un prix psychologique. Et un prix psychologique. Un prix au-delà duquel le client estimerait que c'est justement c'est trop cher. Un prix aussi en dessous duquel le client peut penser que c'est de la mauvaise qualité. Ah, il y a ça aussi. Ah, il y a ça aussi. Hein. Ouais. Il y a ça aussi. Si tu vends ton livre à 100 gouttes, c'est forcément, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Voilà. De la même manière, si tu vas vendre ça à 5 000 gouttes, c'est du snobisme, ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, on va chercher à comprendre quel est le niveau de vie de ces clients, du marché cible. Maintenant, le niveau de vie va nous permettre de comprendre, mais est-ce que, parce que, écoutez, on peut perdre son temps à travailler sur une solution alors qu'il n'y a pas de marché pour. Soit, pas de marché, pas parce qu'il n'y a pas le besoin, mais les gens pour qui tu essaies de développer la solution, ils ne sont pas prêts à se payer cette solution. Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas, justement, ce seuil de solvabilité. De solvabilité. On doit chercher à comprendre ça. On va essayer de comprendre la catégorie sociale de ses clients ou ses futurs clients, tranche d'âge. Et on va essayer de comprendre en termes de genre, sexe, parce qu'on peut vouloir vendre, par exemple, des vêtements pour bébé. Maintenant, est-ce qu'on peut se mettre vraiment à vendre des vêtements pour bébé sans qu'on ait une idée de combien de femmes qu'il y a? Il faut des données démographiques, il faut des données combien de bébés naissent par mois? Justement, il y a tout ça. Et quel est le niveau de vie des parents pour acheter les vêtements pour bébé? Il y a tout ça. Et il y a quelque chose de fondamental qu'on doit chercher à comprendre lors de l'étude de marché, c'est le niveau, en fait, c'est le développement de ce marché. Parce qu'on peut s'aventurer sur un marché en déclin. Par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a un chantier. L'État est en train de construire une route. La route donne, en fait, le chantier donne, il y a des gens qui viennent travailler à l'endroit. Maintenant, il y a un nouveau marché qui est créé, tout au moins pour la restauration. Maintenant, on essaye, on se dit, bon, on va essayer de satisfaire ce besoin de se nourrir des gens, des travailleurs. Mais il faut avoir à l'esprit aussi, une fois le chantier prend fin, il n'y a plus de marché. On doit comprendre. Et on va faire toute une série d'investissements, tout et tout, et boum, le chantier, ça prend fin. Maintenant, que devient justement le restaurant? Tu n'as plus d'entreprise. Ah, tu n'as plus d'entreprise, carrément. Donc, il faut contrôler tous ces paramètres. Tous ces paramètres, c'est nécessaire dans l'étude de marché. Voir est-ce que c'est un marché en développement. Maintenant, si c'est un marché en développement, ça va nous permettre de voir comment est-ce qu'on pourra augmenter sa part de marché. Et il y a tout un ensemble de techniques marketing à mettre en œuvre pour voir comment est-ce qu'on va prendre des parts, de nouvelles parts de marché pour agrandir son entreprise. Mais si c'est un marché en déclin et on n'a pas vraiment été assez intelligent... Et tu investis dedans, là tu seras en perte. Maintenant, voilà. Johnny, on est sur la fin de l'émission. Parle-nous là rapidement de ton entreprise. Comment va ton entreprise, toi? Comment tu l'as modelé? Comment tu la diriges, cette entreprise? Est-ce que ça marche? Dans un premier temps, ça marche.
mais à l'image du pays un peu, parce que durant ces 2 dernières années, bien avant, mais durant ces 2 dernières années, on a connu vraiment le pire en Haïti. Mais ça marche parce qu'on Ça s'appelle Jaris. Jaris. Est-ce que tu fais fabriquer les cheveux en Haïti ou tu les importes? Pour les cheveux, nous avons des partenariats avec des usines étrangères qui produisent pour nous. Qui produisent pour nous selon nos goûts et qui nous envoient ça. C'est ce qu'on appelle les laces que les filles portent? Il y a des laces, il y a des laces. Bonsoir mesdames, les laces. Mesdames, mes chères dames, je les aime tellement. Très à la mode, il faut porter des laces. Bon, moi, fondamentalement, j'ai un fait pour les femmes. Ah ouais, quoi. Ah ouais, j'ai un fait pour les femmes. Ça, c'est pourquoi j'essaie toujours de comprendre leurs besoins, leurs habitudes. Elles sont nos mères, elles sont nos soeurs, elles sont nos tantes. En plus, moi, je suis unique fils de maman, donc du coup, c'est un enfant gâté. Définitivement, nous aimons les femmes. Nous aimons les femmes. Donc oui, pour mon entreprise, ça marche, ça plus ou moins bien, mais c'est quand même une petite entreprise, il ne faut pas se prendre la tête. Ce n'est pas encore une grande entreprise, bien que la vision... C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vends en gros ou tu vends en détail à des jeunes filles qui viennent Je vends principalement en gros, mais au fait, je vends aussi au détail. Je vends principalement en gros. En fait, c'est une chaîne. Je vends à des distributeurs donc, qui vont distribuer et je vends souvent au nord du pays. Il y a de grands distributeurs au nord. Donc, ça marche. Mais pour Jaris Création, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans l'artisanat. Et on produit nous-mêmes les trucs, les sandales, des sacs à main. Vous avez un marché pour ça? Ça se vend? Oui, justement, ça marche. Parce que très souvent, ça marche en Haïti. Les produits d'artisanat sont très chers. Très cher, je ne sais pas vraiment si c'est très cher. Mais en général, Jaris a une devise, c'est la qualité au meilleur prix. Donc, pour nous, la qualité que nous offrons, le prix, c'est en deçà de la qualité que l'on offre. Mais comment des gens peuvent trouver Jaris Création ou Jaris pour les cheveux? Comment on peut te trouver, tes produits, toi? On est à Delma 19 et on peut me contacter à travers mon téléphone directement qui est 47 65 24 73. 47 65 24 73 et on peut consulter aussi les pages Facebook, Instagram, que ce soit sur mon nom Johnny Aristen ou sur Jaris Création. On va répondre aux messages. Donc, c'est comme ça. Et on vend des sandales, des sacs à main pour femmes surtout, sandales pour hommes et femmes. Et on vend des accessoires de mode également. On les fabrique ici en Haïti sur place. Maintenant, on importe des cheveux. Mais toi, tu connais ces choses-là? Tu connais les cheveux, tu connais la mode? Moi, je t'avais dit, j'ai un fait pour les femmes. Donc, du coup, tout ce que les femmes aiment, je les aime. Intéressé à tout ça. Justement. Et jusqu'à maîtriser parce ce que marché-là. j'adore la façon dont les femmes consomment. Ouais, j'adore ça. Cette phrase n'est pas mal. Hein? J'adore la façon dont les femmes donc, ça marche. Je peux dire que ça marche, mais il ne faut pas se prendre la tête. Ce n'est pas encore une grande entreprise, mais on fait son chemin quand même. Et ton livre maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui regardent l'émission qui aimeraient avoir ton livre comme un peu leur Bible. Justement. Pour savoir comment monter leur entreprise. Où peut-on trouver ce livre? Ce livre, on peut trouver ce livre actuellement à 3 adresses. D'abord, c'est à la librairie Astérix, place Saint-Pierre, Pétionville. On peut aussi trouver ce livre à Correcpro, à la maison d'édition Correcpro. C'est cette maison-là qui a édité le livre. C'est au numéro 4, Juvénal, je crois, à l'entrée de l'hôtel. Aussi, et je salue Jeff Profil qui est dans le comité de direction de Correcpro. Et aussi, on peut trouver le livre à la rue d'Uncombe, numéro 22, et plus précisément à l'Institut des langues de signes, l'Institut haïtien des langues de signes, IHLS, Institut haïtien des langues de signes, 22 rue d'Uncombe, sur Boisvena. Ça, c'est dit. Justement. Et aussi, on peut me contacter directement, toujours sur mon numéro 47 65 24 73 pour de plus amples informations. Merci beaucoup, Johnny Aristen. Créer son entreprise, de l'idée à la gestion financière, une véritable Bible. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et j'en ai appris beaucoup de choses sur comment on peut monter une entreprise. Je me suis rendu compte que ça prend un petit temps de formation pour créer une entreprise et pour qu'elle puisse prospérer. Je vous réitère mon message, arrêtez de créer des petites boutiques,
Arrêtez de créer des petites barques, mettons-nous ensemble dans une logique collégiale et créons de grandes entreprises avec d'excellentes marges de profit. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Merci à toute l'équipe de la télé qui m'a permis de débarquer chez vous. Il y a Emmanuel, il y a Jacob, il y a Alphonse, il y a Emily, il y a Spencer, il y a Fekir, il y a Gamin. C'est une grosse équipe. Il y a Jimmy, il y a les messieurs de la mise en onde. Mais écoutez, j'arrête pas de vous le dire, ma mémoire a la taille que j'ai, c'est-à-dire 1,62 m. Ça fait pas très... c'est pas très... J'ai tout dit par là. Écoutez, mesdames et messieurs, restez dans le bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et